Bonjour chers babinotes, heureuse de vous retrouver pour ce dernier numéro de l'année 2023. Que de moments partagés avec vous. Pour clore en beauté, nous recevons pour vous l'auteur Alexis, à l'état civil Madame Kwaku Viviane, épouse Monteomo, défenseur des droits humains, formatrice en éducation financière et en bonne pratique en matière de gestion financière. Elle est auteure de 3 œuvres, notamment Les ombres de nos avancées, sorti en 2015, un recueil de poèmes intimement vôtres. Le paradis enflammé est son premier recueil de nouvelles, sorti en 2019, et c'est celui-ci que nous allons découvrir ensemble. Bonjour Madame Alexis, merci de prendre part à Espace littéraire sur Abidjan.net. Bonjour Rachel, merci bien. Le paradis enflammé est un recueil de 4 nouvelles qui dépeignent la société. Ils mettent un accent particulier sur la drogue comme un vice qui touche toute couche de population, à savoir les personnalités publiques, les artistes, les étudiants, les élèves, les transporteurs. Pourquoi ce choix d'en parler sur cet angle? Pour toucher le maximum de personnes et puis les différentes couches sociales. Puisqu'en fait, on pense que le drogué, c'est le débraillé, la personne un peu sale, hein, qui traîne dans les rues. Et le drogué n'est pas forcément celui-là. Les 4 nouvelles de l'œuvre ont une histoire chacune. Comment avez-vous fait le choix des personnages et thématiques? Les personnages, je dirais que c'est l'imagination. Mais en dehors de Amidou, qui est un personnage vivant, puisque un chauffeur de Baka qui m'a inspiré. Voilà. Comment avez-vous choisi ce nom, le paradis enflammé, qui est une belle figure de style? Comment est-ce qu'un paradis peut-il être enflammé? C'est une figure de style, un oxymore, et je crois que cela définit les deux angles, les deux bouts. Le paradis parce que le drogué te dit lorsqu'il se drogue, il oublie ses soucis. Il est reposé, il se sent bien. Il est dans un paradis en fait. Mais est-ce que c'est réellement un paradis? Parce que ce paradis en fait, il est éphémère. C'est un mirage. Et cela fait que le drogué en fait se retrouve dans un feu et dans une spirale qu'il ne maîtrise plus. C'est un peu ce que je définis par le paradis qui en fait prend feu. La drogue est un fléau qui mine notre société depuis belle lurette, mais malheureusement passé sous silence. Pourquoi choisir d'en parler, mais sous forme de recueil de nouvelles? Bon, choisir d'en parler pour lever les tabous, et puis choisir d'en parler sous forme de nouvelles pour dynamiser, pour rendre l'information plus dynamique. Parce que le roman, il est plus long. Hein, on traîne un peu en longueur et on risque de se perdre. Mais avec la nouvelle, on va directement au but. On atteint réellement l'objectif. Hein, c'est des tests courts, on suscite plus l'imagination du lecteur et ça fait que le message passe réellement et plus vite. Quelles sont les pistes de solutions que vous proposez pour éradiquer ce fléau en milieu scolaire? En milieu scolaire, je dirais que c'est la sensibilisation. La sensibilisation, l'information et comme je le disais tout à l'heure, lever les tabous. Parce qu'il faut permettre à nos enfants, même les plus jeunes, hein, quelquefois on pense les protéger en ne leur parlant pas de certaines réalités et ce n'est pas vrai. Parce que même actuellement en Côte d'Ivoire, on découvre des drogués de 8 ans. Ce qui signifie qu'un enfant de 8 ans ne peut pas lui-même avoir les moyens, il ne peut pas lui-même aller acheter de la drogue. Ça veut dire qu'il y a, comme on dit dans notre jargon jeune, il y a un grand quelque part qui se consomme de la drogue et qui partage cette drogue avec cet enfant. Mais si l'enfant ne sait pas que ça existe, il ne sait pas qu'il y a un problème quelque part, comment est-ce qu'il s'en préserve? Mais dire à son enfant que lorsque tu vois quelqu'un qui dandine, qui prend des trucs et qui ne se sent pas bien, quand tu le vois, il a l'air un peu perturbé, ça dit utiliser un langage selon le niveau de l'enfant pour lui faire comprendre qu'il doit être en alerte lorsqu'il voit ceci, lorsqu'il voit cela. À partir de là, ces enfants deviennent nos alliés et ce sont nos enfants qui nous diront « Ah, le grand frère là, et ses amis, la dernière fois, ils ont pris quelque chose et ils sont tombés, ils ont roulé un peu. » Ça permet de savoir comment l'environnement est. Donc moi, je crois qu'il faut lever les tabous.
Et puis, il faut se dire les choses comme elles sont. Et puis aussi, les parents doivent plus prendre leurs responsabilités. Voilà. Effectivement, c'est la question qui vient. Quelle est la responsabilité des parents, des enfants eux-mêmes et la société qui sait très bien juger? Oui, c'est facile de juger. La critique est aisée. Mais je crois que nous sommes tous coupables. Et puis, pour les parents, je leur dirais de parler avec leurs enfants. Parce que je crois que nous, tout petits, on avait cette chance d'avoir des grands frères, des modèles dans la société, dans notre quartier. Ce qui n'est plus une réalité. Et puis, on se laisse prendre dans le train-train quotidien. On oublie avec les smartphones maintenant qui existent, l'environnement dans lequel on est toujours les yeux rivés sur notre écran. Ça fait qu'on ne regarde même pas dans les yeux en général nos enfants. On ne leur parle pas, on ne remarque pas les changements dans leur manière de faire, on ne voit pas leurs soucis. Et lorsque les enfants se retrouvent esselés, ils sont bien obligés de se tourner vers ceux qui semblent être proches d'eux, qui sont en général des grands frères, apparemment très avisés, très gentils, mais qui les font dériver. Voilà, donc moi je crois que toute la société doit vraiment s'engager. Chacun à son niveau doit lever les tabous. Chacun doit en parler, chacun doit faire vraiment une sensibilisation. Et en famille, on doit pouvoir parler avec nos enfants. Voilà ce que moi je propose. Cependant, quel appel pouvez-vous lancer pour que chacun, comme vous l'avez dit, puisse faire sa part dans ce combat que vous avez engagé? Nous n'allons quand même pas vous laisser seuls. Justement, en tant qu'auteur, je crois que moi j'ai écrit. Et je me dis que chacun à son niveau, comme par exemple vous en tant que presse, vous faites des activités, on peut déjà même glisser sur certaines images qui passent, quelques petits messages qui sensibilisent. Je crois que ça peut se faire sur toutes nos presses écrites, télé, radio. Passer un message chaque jour pour sensibiliser le jeune des dangers de la drogue, ça ne coûte pas grand-chose et ça peut se faire. Donc, nous sommes tous engagés. Et donc, j'appelle surtout vous, presse, de nous accompagner dans cette lutte et puis les parents d'être aux côtés de leurs enfants. Vous avez parlé de mentorat. Vous avez dit que la place du mentor est primordiale et aide beaucoup les plus jeunes à pouvoir se donner, à pouvoir faire des choses qui sont mieux par rapport aux vices qui nous suivent en fait. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de revenir à nos anciennes habitudes pour que la jeunesse qui vient ne puisse plus être omnibulé par les téléphones, comme vous l'avez dit, renouer avec la lecture et vraiment se détacher au mieux de tout ce qui empêche en fait l'évolution? En fait, c'est déjà regarder nos gestes, parce que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit. En général, toute personne ne fait pas ce qu'on lui dit, mais on regarde et on agit par mimétisme, on mime ce qu'on voit. Donc, lorsqu'un enfant à la maison le matin, papa se réveille, maman se réveille, avec comme premier acte prendre son téléphone, quelquefois même il est réveillé par son téléphone, l'enfant se dit que la chose la plus importante au réveil, c'est le téléphone. Lorsqu'il arrive à la maison le soir du travail, à peine un bonsoir lancé, on est dans le téléphone. Le week-end, on est sur son téléphone. Donc, tous ces gestes-là montrent à l'enfant que la chose la plus importante à avoir, c'est le téléphone. Voilà pourquoi on voit nos jeunes filles maintenant à partir de 15 ans, 16 ans, qui, dès qu'un enfant a un examen, tout le monde veut un téléphone. Parce que c'est le moyen maintenant par excellence pour communiquer. On peut être même dans la même maison et puis communiquer par WhatsApp, comme si la parole n'avait plus sa place. Mais lorsqu'un papa rentre du travail ou une maman rentre du travail et qu'il prend son journal et qu'il le lit, l'enfant déjà commence à remarquer qu'on lit. Lorsqu'un week-end, au lieu d'avoir le téléphone, maman est assise en train de lire son livre, il va sans dire que les enfants vont se mettre à lire. Moi, chez moi, ma fille qui a 15 ans est en train de finir son recueil de poèmes. Je dirais même qu'elle a fini, mais je la fais traîner pour qu'elle prenne le temps de peaufiner, améliorer. Tu ne vas jamais la retrouver à la maison. Elle a une tablette, elle a un téléphone, elle est toujours dans son livre. En fait, parce que maman est toujours dans son livre. Donc, c'est ce qu'on veut apprendre à nos enfants, on doit nous-mêmes le faire. On ne peut pas être dans le téléphone et puis dire à son enfant, non, laisse le téléphone, prends un livre.
ils ne voient pas l'intérêt. Et maintenant aussi, on a la possibilité de lire en ligne. Donc, on peut amener l'enfant, s'il aime vraiment l'écran, à lire sur un écran. Donc, il y a beaucoup de possibilités, mais je crois que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ne devient pas forgeron parce que quelqu'un t'a dit qu'il faut devenir forgeron. Donc, à nous de montrer à nos enfants les bonnes actions à mener. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être passé à Abidjan.net. Chers Babinotes, nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année et les plus beaux vœux pour cette nouvelle année qui débutera d'ici peu. Merci. Achetez un livre. Ok, merci bien vraiment.